Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans C'est la santé. Sensation de pesanteur dans le bas-ventre, fuite urinaire. Après 45 ans, une femme sur deux serait concernée par une descente de l'utérus, de la vessie ou du rectum. C'est ce qu'on appelle le prolapsus. Mais par honte, hommes ou femmes hésitent souvent à consulter alors qu'il existe des solutions. On en parle dans cette émission avec Aubert Agostini, gynécologue à l'hôpital de la Conception, et Maxime Marcelli, gynécologue aussi dans le même service. Bonjour à tous les deux. Alors pour commencer, on va peut-être définir ce qu'est le prolapsus. On parle de descente d'organes, c'est-à-dire en fait il peut y avoir différentes formes de prolapsus. Oui, tout à fait. Alors, nous, on parle essentiellement chez la femme des prolapsus génitaux, où c'est effectivement les organes, donc, comme vous l'avez dit, soit la vessie, soit l'utérus, soit le rectum, qui descendent à l'intérieur du vagin en faisant une sorte de hernie et qui créent cette impression de boule vaginale chez les patientes qui en souffrent. Alors on va avoir des images justement des coupes un peu de ce prolapsus. Alors qui est concerné par cette pathologie? Donc on pense souvent aux femmes, mais les hommes aussi sont concernés, Aubert Agostini? Alors les hommes sont concernés, mais c'est plutôt un autre organe qui est le rectum, mais c'est pris en charge par une autre spécialité qui n'est pas la nôtre. Nous on s'occupe particulièrement des organes qui sont prolabés par le vagin. Donc là, l'image qu'on a vue, c'était une coupe normale. Ça, c'est une coupe qui est dite normale avec les organes qui sont mis en place. Et ce qui se passe, en fait, pour comprendre ce qui se passe lorsqu'il y a un prolapsus génital, faut essayer c'est le même mécanisme qu'il y a lorsqu'on a une hernie sur la paroi abdominale. Donc ça, en général, c'est beaucoup mieux connu. En fait, l'orifice vaginal chez la femme est une zone de faiblesse, puisque lorsqu'il y a une pression qui augmente dans l'abdomen, il y a différents mécanismes qui font que cet orifice qui est une faiblesse est protégé. Et différents événements de la vie, donc principalement les accouchements, font que cet orifice vaginal va être fragilisé. Et lorsqu'il va y avoir une hyperpression intra-abdominale, les organes vont avoir tendance à se prolaber. D'accord, donc là c'était toujours l'image normale. Alors on va voir l'image du coup quand il y a prolapsus. Donc justement les causes, hein, vous disiez en fait, c'est quoi? Essentiellement l'accouchement, mais il y a plusieurs causes. Alors les principales causes, c'est les accouchements, surtout les accouchements difficiles, les accouchements de gros bébés. Et puis après, il y a d'autres facteurs qui sont un peu moins connus, qui commencent à être mis en évidence. Ce sont des anomalies du tissu élastique, qui expliquent notamment certains prolapsus chez des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant, ou des prolapsus qui surviennent chez des femmes très très jeunes. En fait, du coup, comment les organes peuvent descendre, Maxime Marcelli? C'est parce qu'ils sont plus retenus, quoi. Ils sont plus soutenus par des ligaments. Alors tout à fait, on est en fait sur une zone où, depuis que l'homme a acquis une station debout, on comprend bien que c'est la partie la plus déclive du ventre. Et il y a une nécessité à ce qu'un plancher, ce qu'on appelle nous le plancher pelvien, mais qui joue réellement un rôle de plancher, retienne tous ces organes pour pas qu'ils descendent entre les jambes. C'est ce qui risque de se passer suite à des accouchements, effectivement, ou des maladies du tissu conjonctif. Et ces tissus ces organes plus exactement, sont retenus par le plancher, mais aussi par des moyens de suspension qui sont au-dessus d'eux, qui jouent le sorte de rôle de haubanage. Et en fait, il y a l'ensemble de ces moyens de retenue qui sont fragilisés par différents problèmes, qu'on a évoqué avec le professeur Agostini, et qui vont finalement partir un petit peu par l'endroit où il y a le moins de résistance. Et cet endroit où il y a le moins de résistance, c'est la fente urogénitale, le reste du bassin étant essentiellement composé d'os. Et ces organes vont, sous les pressions abdominales, des efforts de soulèvement, des efforts de la vie quotidienne, aussi au cours des actes sexuels éventuellement, essayer de sortir par cet endroit. Et l'endroit où il y a le plus de faiblesse chez la femme, c'est le vagin, c'est l'orifice vaginal. On imagine que c'est extrêmement perturbant pour les femmes. On parle parfois de maladie de la honte aussi. C'est pas évident de venir consulter quand on a cette pathologie, d'en parler. Oui, on est souvent très surpris parce que ça fait souvent c'est des troubles qui persistent depuis plusieurs années. Alors paradoxalement, c'est souvent le retard à la consultation, c'est principalement des femmes jeunes, puisque ça peut toucher des femmes jeunes, voire très très jeunes, puisqu'on a souvent des cas avant 40 ans et des patients qui n'osent pas en parler parce que c'est assez honteux, on est gêné. Et c'est vrai que les patients consultent quand même au bout de plusieurs mois. Alors quand c'est des femmes très très jeunes, comme je vous ai dit, c'est parce qu'il se pose un problème dans le couple et qu'on n'ose pas en parler, qu'enfin on arrive à la consultation. Chez les patientes un peu plus âgées, ça va être surtout la gêne de la vie quotidienne. Quand
quand la sexualité n'est pas l'une des principales préoccupations. Donc ça, c'est une information importante. C'est vrai qu'on avait tendance à imaginer que ça touchait surtout des femmes un peu plus âgées. Et en fait, voilà, ça peut toucher des femmes à tous les âges. Complètement. On en voit de plus en plus. Alors, on parle souvent de tabou, mais c'est plus une difficulté à en parler dans la vie quotidienne ou même avec son médecin traitant. On ne va pas forcément là pour ça. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qu'on n'aurait pas soupçonné avant pouvoir souffrir de cette pathologie qui viennent nous consulter. Et comme l'a dit M. Agostini, effectivement, pour souvent une gêne sexuelle, puisque c'est essentiellement là que vont intervenir les demandes des patientes. Et c'est là où on rentre dans tout ce qui est le problème de chirurgie et de traitement fonctionnel par la suite, puisque notre but, c'est pas forcément de restituer une anatomie entre guillemets normale, mais d'aider les patientes à passer le pas de cette gêne momentanée et de leur rendre une fonctionnalité par la suite. Justement, alors qu'est-ce qu'on peut proposer donc, quand c'est peut-être moins grave? Est-ce qu'il y a des rééducations avec un kiné, avec je crois de l'électricité, enfin je sais pas vraiment, qui peut remuscler un peu toutes ces parties ou pas du tout? Oui, il y a différents moyens de stabiliser ou de traiter les lésions. Alors déjà, ce qui est le plus important, c'est que souvent les femmes consultent parce qu'il y a une peur que ça s'aggrave. Donc le premier temps de la consultation, c'est faire une information éclairée sur le fait qu'il n'y a pas d'indication, ou très rarement quand c'est très très évolué, il n'y a pas d'indication à opérer parce que ça va s'aggraver, qu'il y a un risque d'accident aigu, c'est exceptionnel. Donc ça, il faut souvent rassurer la patiente. Après, il faut bien lui faire comprendre que tous les traitements qu'on va lui proposer, ça sera pour améliorer sa qualité de vie. C'est-à-dire qu'en pratique, une dame qui va avoir une sensation de boule dans le vagin, mais que cela ne la gêne pas dans les activités, ce n'est pas la peine de la prendre en charge, que ce soit chirurgicalement ou médicalement. Et justement, qu'est-ce qu'on propose à ce moment-là, avant une intervention? Qu'est-ce qu'on peut proposer? C'est plutôt une bonne chose de proposer, pour commencer, une rééducation, tout simplement, par un kinésithérapeute ou éventuellement une sage-femme, qui va viser à renforcer justement les muscles qui soutiennent ces organes. Et souvent, chez les femmes jeunes, c'est une bonne attitude parce que ça leur permet... grâce à la jeunesse de leurs muscles, d'avoir une rééducation qui sera plutôt efficace. Et on peut parfois s'en tenir uniquement à ce type de traitement chez les femmes qui seront satisfaites par la suite de la rééducation seule. Après, il existe d'autres propositions éventuellement possibles, mais chez des patientes plus âgées, notamment ce qu'on appelle les PCR, qui sont des sortes d'anneaux en plastique qu'on peut garder dans le vagin et qui permettent d'éviter la chute des organes au quotidien. On comprend aussi que chez les femmes plus jeunes qui ont une activité sexuelle, c'est pas la meilleure des choses à proposer, mais il existe effectivement pas mal de parades possibles avant la chirurgie. Et donc la chirurgie, en fait, c'est un peu un dernier recours, quoi. C'est quand on a essayé un peu toutes ces méthodes ou selon le type d'avancement de la pathologie, on propose la chirurgie. Oui, de toute façon, on garde toujours, de manière générale, en chirurgie, l'acte chirurgical est toujours gardé lorsque le traitement médical ne marche pas. Et il faut vraiment savoir ce qu'on va proposer. Alors les techniques qu'on a aujourd'hui sont beaucoup moins invasives qu'auparavant. Elles ne sont pas forcément plus efficaces puisqu'en fait on reproduit par cœlioscopie des techniques qui étaient faites en ouvrant largement le ventre. Donc aujourd'hui on arrive à faire ces techniques par cœlioscopie avec une convalescence qui est beaucoup plus rapide et un intérêt pour les patientes. Alors justement, on va voir des images d'une intervention, donc c'est des images de chirurgie, attention si vous êtes sensible, vous allez nous les commenter. Donc la cœlioscopie, en fait, l'idée c'est de passer par le ventre, c'est ça Maxime Marcelli? Oui, tout à fait. Alors, on passe effectivement par le ventre. On réalise, contrairement à ce qui était fait avant, où on faisait de grandes incisions, ce qu'on appelait la laparotomie. Nous, on utilise uniquement des petits trocars qu'on voit à l'image et qui permettent de faire que de petites incisions dans le ventre, au nombre de 3-4, qui sont en général assez esthétiques, d'autant plus qu'on bénéficie quand même de matériel maintenant assez sophistiqué, avec notamment des pinces robotisées qui permettent de limiter le nombre d'incisions et de limiter leur taille également. Là, on voit, vous avez une caméra en fait pendant l'intervention qui vous montre justement ce qui se passe à l'intérieur du. Tout à fait, on a une retransmission en direct comme avec vous, et on regarde en fait sur l'écran ce que l'on filme dans le ventre, et ça nous permet d'opérer de façon assez aisée. L'abdomen est un petit peu gonflé avec du gaz pour qu'on puisse y voir, et on a strictement la même vision que ce qu'on pourra avoir en chirurgie ouverte classique entre guillemets. Sauf qu'on n'a pas besoin d'ouvrir le ventre, ce qui est
vraiment une bonne chose pour les patientes, pour les récupérations post-opératoires, pour la douleur. Enfin voilà, tout ce qui est retour à une vie normale au plus vite. En fait, là, il s'agit de microchirurgie, si on peut dire. C'est vraiment des actes plutôt assez fins. Oui, voilà, le terme générique, en fait, c'est une chirurgie par rapport mini-invasive. C'est-à-dire qu'on fait les mêmes gestes, mais on est beaucoup moins agressif sur la paroi, qui est un point d'appel douloureux et qui est un élément très important dans la convalescence. Donc là, on va voir une autre série d'images, donc la suite de l'intervention toujours. En fait, l'idée de l'intervention, là, c'est quoi? Donc, on fait les petites incisions, on passe à l'intérieur et on essaie de relever en fait tous ces organes qui vont tomber, c'est ça? Voilà, là, c'est la suite. Oui, tout à fait. Alors, on essaye, alors, la technique qui a été filmée, c'est ce qu'on appelle une promontofixation par célioscopie. Alors, c'est un nom un peu compliqué. En réalité, le principe de base, c'est de renforcer ce qui était le plancher pelvien dont on parlait tout à l'heure, et de le renforcer avec des prothèses qui sont en fait des sortes de bandelettes de tissu qu'on voit ici à l'image, qui sont élaborées spécifiquement pour ce type d'intervention et qu'on va venir interposer dans les zones de faiblesse justement pour faire un renfort. Alors, au départ, il y aura uniquement cette bande de tissu qu'on voit à l'écran qui permettra de renforcer les endroits que l'on désire renforcer. Puis par la suite, le corps prend le relais, cicatrise et crée lui-même un renforcement. Donc oui. Ces petites bandelettes, en fait, elles restent dans le corps et c'est elles qui vont aider à soutenir un petit peu tous les organes. Tout à fait, oui. Elles restent dans le corps. On a un recul de ce type de matériaux par rapport aux chirurgies abdominales et maintenant aux chirurgies gynécologiques de ce type. On sait qu'elles peuvent rester entre 15 et 20 ans sans qu'il y ait de rejet par le corps, puisque c'est des matériaux qui sont étudiés spécifiquement pour être le plus inerte possible. Et on les laisse en place, on ne les retire pas, sauf si effectivement on vient à réopérer la patiente pour un autre type de chirurgie ou éventuellement un problème qui surviendra à la suite. Justement, là, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est une intervention dangereuse? Ça dure quelques heures? C'est un geste... C'est une intervention, c'est comme toutes les interventions chirurgicales, il y a toujours un risque. Cette intervention, elle n'a pas un sur-risque particulier. Il y a toujours un petit risque de plaie d'organes au voisinage, que ce soit des plaies vésicales ou des plaies rectales, mais qui sont en général, si elles sont reconnues pendant l'intervention, les suites sont favorables. Et la principale complication à long terme, ça va être, on va dire, la récidive. Et il peut y avoir une récidive. Il y a toujours un risque de récidive. Et ce qu'il y a en post-opératoire, il faut toujours avoir un discours, comme c'est ce qu'on dit aux patientes. Il faut toujours avoir une hygiène de vie après. Comme des patients qui ont été opérés du dos, c'est le même discours. Là, il faut que les patientes évitent tout ce qui est effort intra-abdominal intense. Et la dernière complication, exceptionnellement, il peut y avoir, ces prothèses peuvent s'exposer à l'intérieur du vagin principalement, parce que soit il y a eu un petit souci lors de la pose, soit les tissus se sont altérés. Mais là aussi, avec un diagnostic précoce, il peut y avoir une réintervention, mais le pronostic vital n'est pas mis en jeu. Mais globalement, est-ce qu'on a un pourcentage de réussite par nombre de femmes qui ont bénéficié de ces prothèses, pour donner une idée? Un pourcentage de réussite en correction du prolapsus par rapport à ce type d'intervention, on a des pourcentages qui sont très élevés, on a quasiment 80% même 90% de correction de prolapsus. Après, c'est dans la durée qu'il va falloir un petit peu évaluer les choses. Encore une fois, c'est des techniques qui sont relativement récentes, on a entre 15 et 20 ans de recul, donc on va pouvoir s'arrêter, on va dire, à 20 ans, avec des récidives qui peuvent survenir, effectivement, mais la correction immédiate du prolapsus est quasiment systématique. C'est-à-dire que sur les premiers mois, voire la première ou deuxième année, il n'y a pas de réel problème quand l'intervention s'est bien déroulée, évidemment. Et on a des chiffres qui sont plus que satisfaisants. Alors on va voir une autre série d'images, donc toujours la suite de l'intervention. Les femmes, comment elles se sentent justement après une intervention comme ça? Je crois que c'est assez rapide, quoi. Le bénéfice, ça change tout de suite. Il y a un effet. Oui, c'est pour ça, c'est que le but du jeu, c'est qu'avant l'opération, c'est de bien mettre en évidence à quel point les patientes sont gênées. C'est-à-dire qu'une patiente qui va avoir un prolapsus qui est très peu gênée, on va pas, c'est pas une bonne indication à l'opérer puisque le gain sera minime. Par contre, les patientes qui sont très gênées, il va y avoir un gain qui va être rapide et la patiente ne va pas regretter l'intervention. C'est pour ça qu'il faut pas, c'est vraiment les patientes qui posent l'indication. Il ne faut pas hésiter à les voir régulièrement. Lorsque la consultation est finie, il ne faut pas leur dire, faut pas les mettre sous pression.
puisqu'on n'est pas dans de la pathologie où il y a un pronostic vital qui est mis en jeu. Par contre, faut bien leur proposer qu'on est à leur écoute, qu'on peut les revoir dès qu'elles sont gênées pour en rediscuter. Là, on a vu donc juste à l'instant, justement, Là, vous êtes en train de placer la prothèse. Ouais, ça, c'est la prothèse, je crois que c'est la prothèse postérieure, donc qui va être amarrée. Donc devant, là, vous voyez la prothèse qui va s'interposer entre le rectum qui est derrière et le vagin qui est devant. Donc on va juste mettre cette prothèse qui va être tendue et qui va éviter justement que le rectum se prolapse dans le vagin. Ça paraît assez incroyable de voir, en fait, vous regardez un écran, en fait, et tout en ayant les mains qui travaillent. C'est pas évident, j'imagine. Non, c'est pas évident, mais aujourd'hui, avec les progrès technologiques qu'il y a, on va de plus en plus vers une chirurgie qui est de moins en moins invasive et de plus en plus précise. Donc demain, dans quelques mois, on aura la 3D. C'est-à-dire que les écrans qu'on a actuellement sont en 2D, mais bientôt on opérera en 3D. Et là, ce que vous avez vu aussi, c'est un peu une première, c'est que vous avez vu, donc on est un peu gêné, puisqu'en fait, on a comme des baguettes un peu pour opérer. Et là, la technique que vous avez vue, ce sont des instruments qui sont articulés à la fin. Donc c'est une nouvelle et qu'on manipule avec la poignée. Donc c'est une nouvelle génération d'instruments qui nous permet d'être encore plus précis. Oui, avec en fait, même les doigts, vos doigts vont pouvoir faire tourner, orienter etc. le bout des instruments, quoi. Ouais, ça semble assez incroyable. Ouais. Alors, comment se sentent les femmes? Donc, quelques jours après l'intervention, je vous propose d'écouter une patiente que nous avons rencontrée. Regardez. Aucun signe. Je montais mes escaliers tout simplement, et au milieu des escaliers, j'avais 4 étages. Et ben, j'ai mes organes qui partaient tout seuls. Donc effectivement, ça nous pose, nous les femmes, un gros problème parce qu'on ne sait pas exactement où se retourner. Donc aller voir un gynéco, à trouver le bon gynéco qui sait exactement ce que veut dire ce problème. En un mois et demi, ça peut être réglé. Et la différence est magique. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Comment vous vous sentez, justement? Aujourd'hui, je me sens très bien. Chose que je ne pouvais plus faire, rester debout. C'est quand même des contraintes parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Non, là, je suis rassurée. Je suis au bout de 4 jours en forme. Et je vais pouvoir rentrer chez moi. Je le conseille aux femmes qui ont peur de voir les bonnes personnes au bon moment et rapidement. Donc ça, c'est le retour que vous avez le plus souvent quand ça se passe bien. C'est un changement de vie radical, quoi. Oui, alors heureusement, hein, parce qu'on aura arrêté la technique sinon depuis un petit moment, mais c'est vrai que les patientes ont vraiment un grand soulagement parce qu'on le voit, comme l'explique la dame, c'est une gêne qui intervient vraiment au quotidien dans des actes très simples de la vie, monter des marches d'escalier, porter ses commissions, je veux dire, marcher en forêt ou faire une marche avec des amis, enfin faire un petit peu de sport. Donc c'est vraiment quelque chose qui grève leur qualité de vie, qui les empêche de vivre normalement. Alors on sait très bien que c'est pas quelque chose qui va les tuer, hein, clairement, que c'est pas quelque chose qui va engager le pronostic vital. C'est ce que je me demande, c'est pas extrêmement dangereux si les organes sortent. Voilà, exactement. Donc c'est pas quelque chose où on peut affoler les gens, on n'a pas le droit de le faire, au contraire, il faut les rassurer, mais par contre, il y a une vraie gêne qui accompagne tout ça, et on peut se dire qu'il faut vraiment leur proposer des choses, parce que c'est quelque chose, si elles viennent nous en parler, on a des solutions, hein, on peut essayer de leur restituer une qualité de vie correcte. Une dame qui raconte qu'elle ne peut plus porter ses petits-enfants, pour des dames plus jeunes, ses enfants. Simplement, c'est quand même une gêne qui est assez embêtante tous les jours. Et elle peut venir nous voir, on peut restituer des choses comme ça qui sont assez simples finalement dans la vie et qui leur permet de retrouver quasiment le goût à la vie. Il y a des gens qui dépriment suite à ce type de pathologie, qui encore une fois n'est pas mortelle. Donc on n'a pas par rapport à des pathologies plus graves qui engagent le pronostic vital, où on est clair, on peut nous dire il faut opérer, c'est important, ça va vous sauver. On leur laisse le choix, on les oriente, mais on leur explique surtout qu'on peut quelque chose pour elles, et ça c'est quand même important. Ouais. Alors là, vous avez parlé tout à l'heure du côté sexuel. La vie, est-ce qu'elle peut être aussi bouleversée après une intervention comme ça, sexuellement? Est-ce qu'on peut avoir moins de ressenti? Est-ce que ça peut changer les choses? Oui, alors c'est toujours très difficile d'évaluer la qualité de vie sexuelle. Il y a plusieurs composants. Déjà, il y a une composante qui est vachement importante, c'est l'image de soi qu'on donne à son conjoint. Donc, lorsqu'on a un prolapsus, on ne veut pas se montrer, ça atteint beaucoup son image de soi et l'envie d'avoir des relations avec son partenaire. Alors, ce genre d'intervention, non, justement, nous, ça avait été l'objet d'une évaluation dans notre service, mais avec des résultats qui ont été corroborés par d'autres études. Il y a justement, lorsqu'il y a une gêne de ce prolapsus, globalement, la qualité de vie sexuelle est améliorée. Mais après, c'est toujours pareil, c'est comme si une intervention chirurgicale,
il y a toujours des petits risques de douleurs résiduelles et c'est pour ça qu'on insiste, c'est que pour opérer ces patientes, il faut vraiment qu'elles soient gênées parce qu'on peut induire des troubles qui n'existaient pas avant. Donc ça peut être des simples sécheresses vaginales, ça peut être des points d'appel douloureux ou ça peut se jouer à d'autres niveaux, au niveau de la libido. Et là, ça peut être embêtant si la somme de ces effets secondaires par rapport au gain entraîné par l'acte chirurgical, on se retrouve en négatif. De toute façon, ça, vous l'expliquez avant à chaque patiente et voilà, c'est elle qui Vraiment, même si c'est un peu amusant parce que des fois on a du mal à se faire comprendre puisqu'on traite encore des patientes qui ont l'habitude du paternalisme, c'est-à-dire que le chirurgien, c'est lui qui dit quand il faut opérer. Donc quand vous dites à une dame de 75 ans que c'est elle qui pose l'indication chirurgicale, des fois elle est un petit peu embêtée. Donc on essaye de l'aider à prendre sa décision en lui demandant à quel point elle est gênée. Et voilà ce que la réduction du prolapsus pourrait lui permettre de faire et qu'elle ne fait plus actuellement ou difficilement. Alors je vous propose d'écouter à nouveau la patiente qu'on a écoutée tout à l'heure. Regardez. Pratiquement pas de cicatrice parce qu'il a fait par microchirurgie, il a les termes exacts. Donc je n'ai pas de cicatrice, il y a 4 trous, 4 points. Je suis debout, je vous parle, je marche. Donc je vais aller très vite, très bien. Et vous avez la vie qui a changé un peu. Ça va, ça c'est déjà changé en quelques jours, parce que je sais que dans ma tête, je peux dire, je me lève sans avoir quelque chose qui me tombe sur le coin du nez, c'est le cas de le dire. Et là, je me lève, j'ai aucune crainte, quoi. C'est un effet rapide. Et ça va modifier ma vie. Alors l'après, pour les femmes, donc vous disiez, il faut quand même faire attention, être vigilant, refaire du sport par exemple, on peut, ou qu'est-ce qui est contre-indiqué? Alors ce qui est contre-indiqué dans les premiers temps, immédiatement après l'intervention, c'est à peu près tout ce qui faisait avant l'intervention sortir le prolapsus. Les patientes en général ont bien identifié ce type de problème. On le répète tout le temps, c'est la marche prolongée, tout ce qu'on appelle les efforts à glotte fermée, c'est-à-dire les efforts où on soulève quelque chose, où on tire fort. Enfin, voilà. Les patientes s'en souviennent très bien, en général elles font bien attention. D'autant plus que, comme on l'a vu chez cette patiente, le résultat à la sortie du bloc est quand même assez immédiat, c'est-à-dire qu'immédiatement elles n'ont plus la boule entre les jambes. Et elles ne se sentent pas tout de suite de retourner vers la pathologie, donc elles respectent quand même assez bien les consignes et évitent tous ces efforts qui peuvent faire des récidives. On a beaucoup de récidives qui sont dues à ça en fait. Dans le peu de récidives qu'on a suite à les interventions, on se rend compte qu'il y a souvent des patientes qui n'ont pas respecté les consignes dans les premiers mois qui ont suivi l'intervention. Est-ce qu'on peut prévenir cette pathologie, justement? Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes? Est-ce que, par exemple, après un accouchement, le fait de ne pas faire de rééducation du périnée, ça peut favoriser une descente d'organes plus tard ou pas forcément? C'est difficile, donc que ce soit la rééducation du périnée ou d'autres types de gestes préventifs n'ont pas prouvé leur efficacité. Ceci dit, il faut effectivement faire quand même une rééducation dans le postpartum, que ce soit pour éviter le prolapsus ou les troubles urinaires. Mais disons que c'est difficile de dire aujourd'hui à une femme de 30 ans si elle va faire un prolapsus ou pas. On n'a pas toutes les données, il y a probablement des composantes génétiques, il y a des composantes de physiopathologie qui nous échappent pour le moment. Et le fait d'avoir plusieurs grossesses aussi joue un rôle? Peut-être une femme qui a eu 3-4 grossesses et peut-être plus fragile qu'une femme qui... Oui, ça fait partie des facteurs de risque, le nombre d'accouchements, le poids des enfants, le fait qu'il y ait éventuellement des extractions un petit peu difficiles, les forceps ou les spatules. Donc tout ça cumulé surajoute, mais il y a aussi effectivement, comme on disait, une part d'inconnu dans la genèse du prolapsus. Donc il faut effectivement informer les dames sur le fait que la rééducation est importante, sans être culpabilisant non plus. Je veux dire, on ne peut pas leur promettre que ne faisant pas une rééducation ou ayant 3 enfants ou 4 enfants, en leur disant vous aurez tant de pourcentage de chances d'avoir un prolapsus, ça serait mentir. On sait que ça intervient dans le risque et dans l'augmentation du risque d'en avoir un, effectivement. En tout cas, c'est important de savoir, là on l'a vu, qu'il peut y avoir un traitement, il y a des réponses qui existent aujourd'hui. Tout à fait, oui, il y a une réponse. En premier, il y a une écoute, il y a une explication, une information sur la pathologie que présentent ces femmes. Et il y a différentes solutions, alors comme l'a dit Maxime, soit une rééducation pour stabiliser du moins les lésions, soit un traitement par ce qu'on appelle l'épaisseur, soit l'étape chirurgicale, avec différentes techniques dont celle qu'on a vue.
Alors justement, on pourra retrouver plus d'informations très prochainement sur un site internet. Expliquez-nous, Maxime. Oui, alors tout à fait. Pour être un petit peu plus visible et apporter des explications, on fait un site internet qui sera hébergé sur le site de la PHM, de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, où il y aura effectivement notre équipe qui sera présentée. Il y aura également les différentes des explications sur ce qu'est le prolapsus et sur les différentes techniques proposées aux patientes, alors aussi bien chirurgicales que non chirurgicales. Et ça sera accessible d'ici un mois à peu près, en tapant des mots-clés classiques, prolapsus génital, descente d'organes, boule dans le vagin, etc. Ça sera, on essaiera de traiter le sujet brièvement et pour le grand public de A à Z. Ok, bah écoutez, on ira regarder ça de plus près. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur notre Merci plateau. à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, retrouvez-nous sur lcm.fr ou sur les réseaux sociaux. Très belle journée à tous.